Tu crois qu'on a assez loin? Je sais pas, Moi, oui. J'ai envie de le garder quand même. Hop. Moi, je l'enlève. Ouais. On l'enlève pour parler? On enlève le correcteur. On enlève le correcteur. T'as vu comment on parle ici? Faites pas ci, faites pas ça. Donc, on les présente un par un, d'accord? Oui. Je dis une phrase pour commencer. Et après, j'introduis Mohamed Diop. Putain, ça brille, mes collègues. La pain bleuterie. Eh. Je pense que vous êtes en live. Hein. Oh zut. Vous êtes en live. Ah. Hier. On est en live? Ah bon? Eh bien, bonjour. La session poster SPD5 va à présent commencer. C'est donc un mélange de différents thèmes et de différents pays. Nous irons au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso et nous finirons cette promenade savante à Marseille. Pour commencer, je vais passer la parole à Mohamed Diop, doctorant en socio-anthropologie de la santé, qui travaille sur le cannabis au Sénégal et ses enjeux socio-sanitaires. Les questions et réponses seront en fin de session et nous présenterons chaque personne au fur et à mesure. C'est à Mohamed Diop. Oui, ça y est. Et on lance pas. Il y a pas quelqu'un qui lance la vidéo là? Vidéo? Vidéo? Vidéo, Mohamed. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Diop, je suis doctorant en socio-anthropologie de la santé à l'Université Saint-Cyr de Ziguinchor. Je suis également assistant de recherche au Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de femmes dans le cadre d'un projet sur une cohorte de consommateurs de drogues injectables codicène financé par l'ANRS. Mon travail s'intitule Le cannabis au Sénégal, quel lien avec le VIH? Pour en venir au contexte. Au Sénégal, nous avons un faible taux de prévalence du VIH qui est estimé à 0,4% dans la population générale. L'épidémie est de type concentré, touchant notamment les jeunes dans les régions du Sud, hormis les populations claires. Parmi ces populations, une enquête comportementale a été menée auprès des consommateurs de drogues injectables avait permis d'estimer la prévalence du VIH à 5,2%. Je rappelle que la consommation d'alcool et de cannabis constitue des facteurs secondaires de transmission du VIH. Le cannabis, comme vous savez, est la drogue illicite la plus consommée. Au Sénégal, il fait l'objet de discours multiples et divergents, tantôt considéré comme une drogue, produit peu toxique, mais un produit thérapeutique. L'objectif de cette présentation consiste donc à décrire et analyser les rapports entre consommation de cannabis et VIH. La méthode est essentiellement qualitative, basée sur des entretiens semi-directifs, des focus group auprès de diverses populations, dont des anciens consommateurs de drogues injectables sous traitement méthadone au centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, des personnes vivant avec le VIH, des jeunes de différentes catégories, et avec un responsable d'un réseau national de populations clés au Sénégal. Je rappelle que cette présentation s'inscrit dans une thèse en préparation sur le cannabis au Sénégal. Pour en venir aux résultats, l'enquête menée auprès des personnes vivant avec le VIH montre des motifs d'usage assez différents. Donc, les motifs d'entrée ne sont pas spécifiques au VIH, sont plutôt relatifs à la curiosité, à l'influence des fréquentations, mais les motifs de maintien dans la consommation sont liés directement au VIH, avec notamment l'influence des informations partagées dans les associations de PV-VIH. En général, les associations du Sénégal reçoivent des informations des associations du Nord sur l'usage thérapeutique du cannabis à travers ses propriétés oxygènes, ses propriétés antinocéeuses et également et d'autres propriétés. Donc, il y a aussi le vécu difficile de la maladie qui est rapporté comme motif de maintien dans la consommation de cannabis. Le cannabis leur permet ainsi de soigner les insomnies, l'anxiété ou pour avoir de l'appétit. Il permet également de vaincre le stress, l'angoisse et produire un état d'être qui permet de se surpasser et d'oublier momentanément la situation vécue. L'enquête menée auprès des jeunes consistait à documenter le risque d'infection VIH lié à la consommation de cannabis. Chez les jeunes, l'usage du cannabis est perçu comme une forme de sociabilité, une façon de rester cool, de se focaliser sur l'essentiel ou de maintenir l'intégration sociale entre pairs.
Les jeunes ne perçoivent pas de lien direct entre la consommation de cannabis et le VIH, mais ils évoquent le contexte festif et la consommation de grandes quantités de cannabis qui constituent des facteurs d'exposition aux rapports sexuels non protégés. Par contre, d'autres estiment que la consommation modérée permet d'avoir l'esprit alerte et les conduit à penser aux risques avant d'accomplir un rapport sexuel. L'enquête menée auprès des consommateurs de drogue injectables sous méthadone nous a permis d'observer et de documenter que le cannabis est consommé quotidiennement par la majorité de ces populations. Il apparaît à la fois comme une drogue et comme une aide à l'autotraitement pour faciliter le passage de l'héroïne à la méthadone. Le cannabis leur permet également de traiter certains effets psychiques de l'héroïne, ainsi que d'autres maladies, et de trouver certains effets de l'héroïne, dont l'euphorie, le tips, qui est un jargon de milieu qui traduit une sensation de plaisir. Le cannabis leur permet également d'être adhérent au traitement de la méthadone et de ne plus sentir le besoin de consommer de l'héroïne. Enfin, pour soulever une discussion et conclure, nous pouvons dire que le cannabis est consommé par l'ensemble des populations pour l'automédication sur une base locale et empirique et pour un usage récréatif. Chez les pays VIH, il permet de soigner des effets liés au traitement ARV et pour être dans un état plus satisfaisant que l'état normal. Par ailleurs, les liens entre cannabis et VIH rapportés par les jeunes devront être intégrés dans les messages de prévention sur la transmission sexuelle. Et l'usage chez les CDI et les personnes vivant avec le VIH permet de nous interroger sur la question à savoir s'il n'impose pas de définir des stratégies pertinentes en la matière pour les soignants et associations de VIH. Merci de votre aimable attention. Donc les questions, c'est après. Hein. Voilà, donc nous vous rappelons que les questions seront posées en fin de séance. Et nous passons à présent la parole à Ghislaine Kassa du Cameroun, qui va nous parler des violences à l'égard des femmes favorisant l'infection et les obstacles majeurs à l'accès aux services de PTME. Vidéo. Bonjour, je m'appelle Ghislaine Kassa, étudiante chercheur à l'Université de Yaoundé, au Cameroun. Cet article a été co-rédigé avec Bouchard Zambo, expert chargé VIH à ONU Femmes Cameroun. La communication de cette visioconférence porte sur les violences à l'égard des femmes et les facteurs favorisant l'infection et obstacles majeurs à l'accès aux services de prévention de la transmission mère-enfant, en abrégé PTME. La clarification des concepts nous amène à définir la violence à l'égard des femmes. C'est un comportement qui porte atteinte aux droits des femmes et des filles et qui entrave leur participation sur les plans social, économique et juridique et qui nuit gravement à leur santé physique et mentale. L'objectif de cette communication vise donc à analyser les effets des violences basées sur le genre, sur l'infection à VIH et présenter les effets de l'accès aux soins des femmes et des filles. Disons que 2 études ont été réalisées. La première à ONU Femmes Cameroun en 2015, compris entre la période de janvier à août, où il a été question de mener une étude qualitative et quantitative auprès de 830 femmes environ dans des unités de prise en charge. Ces données ont été collectées à travers les interviews, les focus groups et même la revue documentaire. La deuxième étude a été réalisée cette fois-là en 2017 par l'Agence des Nations Unies siège, qui a été intitulée « Les principales barrières à l'accès des femmes au traitement contre le VIH, examen à l'échelle mondiale ». Les résultats de ces études, principalement celle réalisée par ONU Femmes Siège en 2017, ont conclu que de nombreux facteurs sont liés à la stigmatisation et à l'inégalité entre les sexes, ce qui limite l'accès des femmes au traitement et à la rétention des soins. Ces éléments, on peut les citer, c'est l'accès aux revenus, le rôle de genre traditionnel, les violences basées sur le genre et l'insécurité alimentaire.
Les résultats de l'étude 2015 réalisée par ONU Femmes Cameroun ont conclu que les 830 femmes enquêtées, l'observation de 23,1% des cas de violence ont occasionné l'infection des victimes au VIH. Environ 4 cas sur 5 cas d'infection est observable en milieu de prostitution. 3 cas sur 5 sont imposés par des images pornographiques. 30 cas sur 100 ont été considérés comme des cas de viol ou des tentatives de viol. 13% des victimes d'un acte quelconque de violence ont fait des tests de dépistage au VIH au moins 3 fois. Et parmi ces victimes, 73,5% ont été dépistés VIH positif. Précisons également que les résultats prouvent qu'au moins 45% des cas de violence basée sur le genre montrent que les femmes enceintes vivent avec le VIH. Ils sont marginalisés, abandonnés, battus et même tués par les membres de leur famille ou leurs partenaires. Les victimes de violences sont en majorité donc des femmes n'ayant aucune activité génératrice de revenus. C'est le faible niveau d'instruction, les mariés, les veuves. Ces violences sont rencontrées plus au sein des familles, dans la communauté, en milieu professionnel et dans la rue. Précisons aussi que les auteurs de ces violences sont principalement les membres de la famille, on peut les citer, les époux, les petits copains, la belle famille, les parents illettrés et pauvres, les coépouses, précisément dans les mariages polygamiques, les exigeuses traditionnelles, les leaders religieux radicaux et même les collègues. Pour conclure, donc, on peut dire qu'au Cameroun, la prévention de la transmission mère-enfant est freinée dans le contexte où les violences basées sur le genre sont statistiquement importantes. Et les stratégies de lutte contre ces violences devraient donc tenir compte du contexte social dans lequel ces femmes vivent. Et par conséquent, l'État camerounais et les organismes internationaux devraient donc intégrer la prévention et la prise en charge des violences dans le paquet des services de PTME, même au niveau communautaire. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Sans transition, nous allons passer à la troisième présentation par Andrea Gosset. Andrea Gosset qui prépare un doctorat sur la modélisation des stratégies alternatives sur la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B, sujet majeur en Afrique en particulier, majeur dans le monde entier. On vous écoute et on posera les questions après. Vidéo. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre poster qui s'intitule « Analyse co-efficacité de la vaccination à la naissance contre l'hépatite B pour réduire la transmission et la mortalité liée à l'hépatite B au Burkina Faso ». Donc, pour faire cette analyse, l'objectif de cette analyse est d'évaluer le coût-efficacité d'une éventuelle introduction d'une dose de vaccin contre l'hépatite B dans les 24 premières heures de vie dans le district de Dafra au Burkina Faso. Donc actuellement au Burkina Faso, seules 3 doses de vaccin pentavalent sont administrées chez les bébés à partir de 6-8 semaines de vie. Donc ce vaccin pentavalent ne permet pas de protéger contre le risque de transmission périnatale du VHB et le risque de transmission dans les premiers jours de vie des nouveau-nés. Donc pour faire cette analyse, nous avons modélisé les bénéfices de santé ainsi que les coûts à long terme de l'introduction de cette dose à la naissance contre le VHB en complément du pentavalent. Nous avons comparé ces stratégies à la situation actuelle où seul le pentavalent est administré à partir de 6-8 semaines de vie. Donc pour cela, nous avons construit un arbre de décision combiné à un modèle de Markov. Nous avons simulé
ce modèle sur le nombre de nouveau-nés estimés en 2017 à DAFRA, qui était de 11 462 bébés. Nous avons simulé ce modèle sur toute leur durée de vie, donc nous avons considéré que cette durée était de 85 ans. En ce qui concerne les probabilités de transmission périnatale de l'hépatite B, nous avons considéré qu'elles étaient dépendantes de la présence de l'antigène HBE chez les mères ou pas. Nous avons aussi considéré que les probabilités de transition entre les états de santé lors d'une infection à l'hépatite B étaient dépendantes de l'âge et du type de transmission, c'est-à-dire périnatale ou horizontale. En ce qui concerne les données de coût, nous les avons obtenues grâce à une étude de microcosting qui a été réalisée en 2017 à DAFRA. Donc, en ce qui concerne les résultats, donc dans l'analyse principale, l'introduction d'une dose de vaccin à la naissance en combinaison du pentavalent permettrait donc au sein des 11 462 nouveau-nés estimés d'éviter 67 cas d'infection chronique du VHB et 8 décès liés au VHB, permettrait de gagner 29 années de vie et 31 DALI qui correspond au nombre d'années de vie corrigées de l'incapacité. Donc cela en prenant en compte l'actualisation, c'est-à-dire la préférence pour le présent. Lorsque l'on ne prend pas en compte cette actualisation, donc l'introduction de la dose à la naissance permettrait de gagner 157 années de vie et 163 DALI. Donc la stratégie d'introduction de la dose de vaccin à la naissance en combinaison du pentavalent permettrait également de réaliser une économie de 693 $ américains, donc cela en prenant en compte l'actualisation. Sinon, lorsqu'on ne prend pas en compte cette actualisation, les coûts économisés seraient de 20 226 $ américains. Donc ces coûts économisés correspondent aux économies faites sur les coûts de traitement et de prise en charge des complications liées au VHB. Donc ensuite, dans l'analyse de sensibilité probabiliste, donc l'introduction de la dose à la naissance en combinaison du pentavalent avait une probabilité de 47% de générer des économies de coûts, de 87% d'être très coefficace, donc en prenant une propension à payer par DALI évité qui est égale à 0,5 fois le PIB par habitant au Burkina Faso, c'est-à-dire 335 $ américains. Et donc cette stratégie avait également une probabilité de 94% d'être coefficace en prenant une propension à payer par DALI évité égale à 1 fois le PIB par habitant Burkina Faso, c'est-à-dire 671 $ américains. Donc pour conclure, l'introduction d'une dose à la naissance en complément donc du vaccin actuel pentavalent au Burkina Faso serait une mesure coefficace et permettrait sous certaines conditions d'économiser des coûts. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Nous allons passer à Sylvie Bréguijon de Marseille, qui va nous parler de surpoids, obésité chez les patients vivant avec le VIH, avec beaucoup de, je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, mais il y a beaucoup de sous-entendus sur les thérapeutiques. Donc, on vous écoute. Vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de présenter ce travail. Depuis 3 ou 4 ans maintenant, on observe que nos patients vivant avec le VIH prennent du poids. Et si certains antirétroviraux semblent avoir un certain impact, en réalité les causes en sont certainement multiples. Mais finalement, à ce jour, on a très peu de données en France sur la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les PV-VIH. Je vais donc vous présenter les résultats d'une étude qui s'est intéressée à mesurer cette prévalence 35 ans après le début de l'épidémie du VIH qui, rappelons-le, au début, faisait au contraire maigrir nos patients. Les objectifs de cette étude étaient tout d'abord de décrire la prévalence de l'obésité et du surpoids chez les PV-VIH à grande échelle, puis de comparer cette prévalence à celle de la population générale. En global,
en fonction de l'âge et du sexe et en fonction de la zone géographique de résidence. Il existe en effet en France métropolitaine un gradient décroissant nord-sud bien connu en population générale, et il nous a paru intéressant de regarder si le fait d'être infecté et traité pour le VIH pouvait effacer ou non cette différence entre le nord et le sud. Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective réalisée à partir des données recueillies en 2018 dans DATEDS, qui est une cohorte nationale de plus de 50 000 PV-VIH suivis sur tout le territoire au travers de 23 centres et dont les données sont recueillies dans un outil informatique, le DPI NADIS, sous couvert d'un contrôle qualité très rigoureux. Tout patient âgé d'au moins 18 ans, vu au moins une fois en consultation en 2018 et avec au moins une valeur d'indice de masse corporelle mesurée en 2018, était inclus dans l'étude. Les zones géographiques de résidence ont été définies selon les zones d'études et d'aménagement du territoire afin de pouvoir se comparer aux données de la population générale. Vous verrez tout à l'heure sur une carte à quoi correspondent ces EAT qui sont au nombre de 9, dont 8 en métropole et qui sont chacune composées d'une ou plusieurs régions administratives. Enfin, nous avons appliqué un taux de standardisation à nos données sur la population générale française de 2018 afin de pouvoir se comparer aux données de l'étude OBEPI 2012, également indexée sur la population générale. L'étude OBEPI, à l'initiative de l'industrie et en collaboration avec l'INSERM, est une enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité qui a été réalisée en France tous les 3 ans, entre 1997 et 2012, grâce à des questionnaires envoyés sur une période de 3 mois auprès de 20 000 foyers. Dans DATEDS, la prévalence globale de surpoids est de 29,1% et celle de l'obésité de 13,1%, ce qui est élevé, mais significativement moins élevé qu'en population générale, qui affiche une prévalence de surpoids de 32,3% et de 15% d'obésité. Quand on regarde maintenant la prévalence du surpoids et de l'obésité en fonction du sexe, on observe une différence significative en faveur des hommes pour le surpoids et au contraire en faveur des femmes pour l'obésité, que ce soit chez les PV-VIH ou en population générale. Mais la prévalence de l'obésité chez les femmes VIH est nettement supérieure à celle des femmes de la population générale, possiblement en lien avec une forte proportion de femmes d'origine africaine dans la cohorte DATEDS. En effet, 53,1% de nos femmes étaient originaires d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes, avec une prévalence d'obésité dans cette population de 34,6%. Lorsque l'on regarde maintenant la population de la cohorte DATEDS selon la région de naissance, Afrique subsaharienne et Caraïbes versus les autres régions de naissance, on observe une prévalence du surpoids et de l'obésité significativement plus élevée chez les personnes nées en Afrique subsaharienne ou aux Caraïbes versus les autres, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. L'indice de masse corporelle augmente avec l'âge de façon constante en population générale, tandis que chez les PV-VIH, la prévalence du surpoids et de l'obésité ne semble plus progresser après 45 ans. Les patients les plus âgés sont majoritairement exposés au VIH et traités depuis plus longtemps, ce qui peut expliquer en partie ce constat, car on a montré dans notre étude une corrélation inverse entre la prévalence du surpoids et de l'obésité et la durée médiane de suivi VIH et d'exposition aux antirétroviraux. Une meilleure prise en charge globale des PV-VIH comparativement à la population générale pourrait peut-être aussi avoir un impact. Lorsqu'on étudie enfin la prévalence de l'obésité en fonction de la zone de résidence, dans la cohorte DATEDS, ce sont les chiffres en bleu, on constate qu'il existe également un gradient décroissant nord-sud comme en population générale. Les facteurs intrinsèques au VIH ne gomment donc pas cette différence entre le nord et le sud. Cependant, la prévalence de l'obésité est significativement plus faible chez les PV-VIH qu'en population générale, que ce soit dans l'Asie nord, est, sud-ouest ou Méditerranée. En conclusion, chez les PV-VIH, on observe une prévalence globale de surpoids et d'obésité qui est élevée, même si elle reste plus faible qu'en population générale. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez les femmes est plus élevée chez les PV-VIH qu'en population générale. L'indice de masse corporelle semble se stabiliser après 45 ans chez les PV-VIH. Chez eux, la prévalence du surpoids et de l'obésité est plus élevée chez les patients nés en Afrique subsaharienne ou aux Caraïbes. Enfin, on retrouve également un gradient décroissant nord-sud pour la prévalence de l'obésité chez les PV-VIH.
Cette étude permet de donner à un temps T une photographie de la population vivant avec le VIH en termes d'indice de masse corporelle. Il serait bien sûr intéressant de refaire un point dans quelques années pour voir si la population VIH se rapproche progressivement de la population générale. L'analyse des facteurs associés devra tenir compte de ces particularités ainsi que des facteurs spécifiques liés à la population VIH comme le mode de contamination, les éventuelles co-infections virales, la durée d'exposition au VIH et aux antirétroviraux. La limite principale de notre étude est de ne pas pouvoir étudier les facteurs socio-professionnels et économiques, malheureusement très peu renseignés dans NADIS, et dont on sait qu'ils sont un impact majeur dans le surpoids et l'obésité, et notamment la précarité. Je remercie bien sûr les patients qui, en donnant leur consentement, nous permettent d'extraire ces données. Je remercie toutes les personnes qui travaillent pour la cohorte d'ATAIDS et tout particulièrement le groupe Projet Obésité dont vous voyez les noms affichés sur cette diapositive qui m'ont accompagné dans ce travail. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Sujet obésité. Nous allons maintenant accueillir pour la description de son poster Rayana Marie Stoyer qui va nous parler. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Oui, qui est spécialisée dans l'hépatite B. Excusez-moi, je me suis trompée et qui va nous parler de la prévalence et de la caractérisation moléculaire de l'infection par le virus de l'hépatite B, donc en co-infection chez les enfants infectés par le VIH au Sénégal. Merci. Vidéo. Bonjour à tout le monde. Nous remercions les organisateurs de la conférence APRA-VIH 2020 qui nous donnent aujourd'hui l'opportunité de présenter notre travail sur la prévalence et la caractérisation moléculaire de l'infection par le virus de l'hépatite B chez les enfants infectés par le VIH au Sénégal. Tout d'abord, nous savons que le virus de l'hépatite B, aussi bien que le VIH, représente des problèmes de santé publique à travers le monde. Et cela est d'autant plus grave dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, qui est la région qui abrite le plus grand nombre de patients co-infectés par ces deux virus. Nous savons également que la co-infection est un facteur aggravant du pronostic de l'hépatite B et constitue un véritable défi chez les enfants avec une évolution accrue vers la chronicité, entraînant un risque de décès précoce par cirrhose ou par cancer du foie. Un autre défi dans cette population pédiatrique est lié à l'apparition de mutations de résistance, aussi bien au virus de l'hépatite B qu'au VIH, avec les traitements à faible barrière génétique tels que la lamivudine par exemple. L'objectif de notre travail était de documenter la co-infection entre le virus de l'hépatite B et le VIH et de caractériser les souches de virus de l'hépatite B isolées chez les enfants au Sénégal. Pour atteindre nos objectifs, nous avons mené une étude rétrospective ancillaire à l'étude en prise dont l'objectif était l'évaluation de l'efficacité du traitement antirétroviral chez les enfants dans différentes régions du Sénégal. Il s'agissait d'échantillons de taches de sang séchées d'IBS de 613 enfants positifs au VIH et sous traitement antirétroviral ou non pour certains. Les analyses ont été réalisées dans 3 laboratoires, à savoir le laboratoire de bactériologie-virologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, le centre médical interarmé et la plateforme de biologie moléculaire de l'IRSF. Il s'agissait entre autres de sérologie antigène HBS et antigène HBE par test rapide, puis confirmé par test ELISA. La charge virale a également été réalisée par PCR en temps réel et enfin, l'étude du génotypage a été réalisée en plusieurs étapes, à savoir d'abord l'extraction de l'ADN du virus de l'hépatite B, puis une PCR nichée avec 2 couples d'amorces a été réalisée sur ces extraits et enfin les amplicons obtenus ont été séquencés par la technique de Sanger. Les séquences obtenues ont été éditées à l'aide du logiciel Seqman, puis les séquences consensus ont été soumises aux bases de données pour la détermination à la fois du génotype et la recherche d'éventuelles mutations. Enfin,
Les séquences ont été alignées par MAFT, puis l'arbre phylogénétique a été construit par la technique du maximum likelihood. Ce que nous avons observé, c'est que la prévalence de la co-infection entre le virus de l'hépatite B et le VIH était significative dans notre population. La majorité des enfants étaient âgés de plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient nés avant l'introduction du vaccin contre le virus de l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination en 2005 au Sénégal, ce qui expliquerait donc la prévalence que nous observons. La majorité des enfants étaient également sous traitement antirétroviral, incluant l'amivudine, et plus de la moitié étaient en échec virologique du HIV. Parmi ces derniers, la majorité avait au moins une mutation de résistance à ce virus. Et aussi, chez ces derniers, il faut préciser qu'aucune des 3 molécules de la trithérapie n'était efficace en fait contre le VIH. Par ailleurs, la majorité des enfants avaient une virémie du virus de l'hépatite B persistante qui était fortement corrélée avec la combinaison du traitement antirétroviral. L'analyse phylogénétique de nos séquences a montré que 53% appartenaient au génotype A et 47% appartenaient au génotype E. Nos séquences de génotype A étaient très proches d'une séquence de sous-génotype A4 de Cuba. Enfin, la soumission de nos séquences aux bases de données ont montré qu'un taux significatif de mutation de résistance du HBV était observé. Tous ces résultats appellent à la prise de certaines mesures pour une meilleure prise en charge de cette population sensible. Entre autres, il faudrait une détection précoce des cas d'échec virologique, également une détection automatique des cas de co-infection chez les enfants qui sont infectés par le VIH, et enfin, l'introduction de molécules à haute barrière génétique chez ces enfants pour prévenir la sélection de mutations de résistance. Ces mesures sont indispensables pour l'atteinte des objectifs fixés aussi bien par l'OMS que par l'ONU-SIDA pour l'élimination du virus de l'hépatite B et du VIH d'ici 2030. Merci pour votre attention et nous remercions tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce travail. Merci à Rayana Toye pour sa belle communication. Nous allons conclure cette séance de poster par l'intervention de Joachim Temen-Menpo, que nous connaissons bien, qui est investi dans la lutte contre le VIH depuis 2005 et qui aujourd'hui est directeur des programmes de l'association Alternative Cameroun. Voilà, Joachim, c'est ton tour. Vidéo. Évaluer et améliorer le bien-être des patients VIH suivis au centre de santé communautaire à travers un recensement à variables multiples de la file active, le cas d'Alternative Cameroun Douala. La file active d'Alternative Cameroun est passée de moins de 100 à 500 en 3 ans. Le personnel y afféré a augmenté, mais il n'a cessé d'être submergé. Ceci affectait à long terme la qualité de suivi des patients. Raison pour laquelle nous avons pensé mettre sur pied un recensement à variables multiples. Sur une fiche de recensement, nous recueillons les données liées à l'histoire du traitement du patient, sa vie socio-professionnelle, son suivi médical et, c'est une innovation, sa santé mentale. À cet effet, une échelle de dépression, d'anxiété et d'estime de soi a été incluse dans le recensement. Le recensement nous a révélé que 60% des patients avaient consulté le médecin au cours des 3 derniers mois et 87% au cours des 6 derniers mois. La consultation en proctologie, censée être systématique, n'avait jamais été réalisée chez 63% des bénéficiaires. À ceux-ci, on fait une consultation à l'instant ou un rendez-vous, ce qui a permis de réduire le gap. L'accès à la charge virale est presque de 100% chez les patients réguliers et parmi eux,
16% ont une charge virale indétectable. Une large majorité, 64%, avait une estime de soi élevée et la dépression a été observée chez 7% des patients seulement. Le recensement SIDA a révélé un état assez satisfaisant de la santé de nos bénéficiaires, met en lumière des points de vigilance. Au vu des résultats et des implications du recensement, nous comptons aller jusqu'au bout des recommandations individuelles tirées du recensement et rattraper tous les gaps des services chez nos patients. Puis nous comptons renouveler ce type d'exercice au moins tous les 2 ans pour garantir un suivi efficace de notre file active. Merci pour votre attention. Tout le monde est là pour les Bonjour, questions. Non, elle n'est pas là. Voilà. Alors, nous allons venir aux questions en procédant de la manière suivante. Celle concernant, en tout début, le cannabis au Sénégal, quel lien avec le VIH. Donc, Chantal Bikendako du Burundi vous demande plutôt, nous avons entendu la consommation du cannabis et ses avantages et ses inconvénients. Qu'est-ce qui prime sur l'autre et comment faire la promotion de ce qui prime? Voilà, donc c'est une question pour Mohamed Diop. Allez-y. Mohamed, Ouvrez votre micro. Mohamed Diop. Voilà, merci. Donc, merci pour cette question. En fait, donc pour des considérations éthiques, je ne dirais pas que le cannabis a un effet positif ou bien un effet négatif pour les personnes vivant avec le VIH. Je dirais plutôt que selon leur perception, il y a un aspect thérapeutique qui est bénéfique pour ces personnes. Donc, notamment qui est lié déjà à leur vécu difficile, donc qui est lié quelque part. Excusez-moi, il faut couper les micros quand vous ne parlez pas pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Regardez, ils sont coupés, sauf Ghislaine et Kassa. Merci Ouais. de fermer votre micro. Pour les autres, je pense. Est-ce que maintenant ça va? Voilà. C'est mieux, c'est mieux. C'est bon. mieux. Voilà. Mohamed Diop, on ne vous a pas bien entendu. Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour en revenir donc, pour des considérations éthiques, comme je le disais tantôt, on ne peut pas dire que donc, par rapport à ma position personnelle, pour dire que le cannabis a un effet bénéfique ou bien un effet négatif pour les personnes vivant avec le VIH. Je dis plutôt par rapport à leur perception. Donc, également aux aspects thérapeutiques du cannabis, il y a un aspect qui est positif pour ces personnes. Donc, notamment déjà parce qu'ils vivent difficilement la maladie, donc en lien avec la stigmatisation. Donc, parce que certaines personnes vivant avec le VIH sont stigmatisées, donc ça rend leur vécu un peu difficile par rapport à la maladie. Il y en a d'autres, par exemple, qui font même de leur stigmatisation. Donc, en lien déjà bon, et qui les plongent quelque part dans l'angoisse, qui les plongent parfois dans les regrets. Donc, et le cannabis leur permet maintenant d'oublier leurs soucis. Donc, par ailleurs, également aussi, donc, eu égard même aux propriétés nocéieux, antinocées et oxygène du cannabis, donc ça leur permet tout simplement de pouvoir bien vivre avec la maladie. Donc, ça leur permet également de pouvoir dormir. Quelque part, il y a les problèmes liés à le manque d'appétit, donc, qui est lié aux ARV. Donc, ça leur permet également d'avoir de l'appétit. Donc, à ce propos-là, je peux dire que le cannabis pourrait être bénéfique pour les personnes vivant avec le VIH. Merci Mohamed. Roland, une Petite question sur le même sujet pour M. Diop. Oui. Au Sénégal, est-ce que le cannabis est pénalisé? Et deuxième petite question, est-ce qu'il y a des projets de cannabis thérapeutique dans certaines indications sous surveillance médicale? Est-ce qu'il y en a en Afrique ou au Sénégal en tout cas? Bon, au Sénégal particulièrement, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'indication pour le cannabis thérapeutique. Donc, mais il y a aussi des mouvements, des ONG qui militent pour cela. Donc, mais sur le point de vue juridique, donc, le cannabis est pénalisé au Sénégal. Donc, c'est la raison pour laquelle même cette forme de discussion pour essayer d'impulser un changement de perspective par rapport au cannabis thérapeutique. Merci. Une autre question, toujours sur le cannabis. Vous savez que les réticences, que ce soit en France ou dans d'autres pays, c'est d'arriver à faire la différence entre une drogue et un médicament. C'est-à-dire, tout le monde craint, plus ou moins consciemment et plus ou moins explicitement, que le cannabis thérapeutique n'entraîne des dépendances néfastes pour les patients. Voilà, c'est une question
on connaît maintenant les bénéfices du cannabis éventuel, mais on en connaît aussi, comme dit notre interlocutrice, là, Chantal, les inconvénients. D'accord. Donc, en fait, pour le cannabis, il faut savoir qu'il y a deux propriétés qui sont souvent mises en avant. C'est le THC et le CBD. Donc, et pour le CBD, il n'y a pas d'effet négatif sur la santé. Donc, c'est spécifiquement des effets thérapeutiques. Donc, je pense que l'effet recherché par le PVIH, c'est surtout le CBD et non pas le THC. Donc, et à ce niveau, donc, il n'y a pas de crainte par rapport à des risques au CBD. Merci beaucoup. On va passer au deuxième poster de Ghislaine Nekassa. Merci. Merci à vous. Une question posée par Marion Fiorentino. Vous avez indiqué une proportion d'infections au VIH due aux violences. Comment pouvez-vous déterminer que ces infections VIH sont liées à cette violence? Comment vous avez fait la causalité? Est-ce que vous avez un test avant, un test après, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Voilà, c'est une question pour Ghislaine. Ah, il faut remettre votre micro. Elle a essayé le micro est plus barré. On n'entend pas. On ne vous entend pas, Ghislaine? On ne vous entend pas? Ghislaine? Non, elle a enlevé son micro. Oui, mais... Ah oui, d'accord. Parce que tout à l'heure, il y a un technicien qui nous aidait à faire un truc. Ghislaine, quelqu'un peut vous aider? Voilà, il est coupé le micro. Votre micro est coupé, il faut le remettre, l'activer. Voilà. Allez-y. Non. Ah. Bon, on va peut-être passer à une question suivante et si vous arrivez à rétablir votre son, on reviendra. Il y a quelqu'un qui arrive. Ça marche? Ça marche? Essayez, Ghislaine, s'il vous plaît. Non, ça marche pas. Ah, ça y est. Allez-y, plus fort. Bon, nous, on n'entend pas. Je ne sais pas si quelqu'un... Le son est trop bas. Non, il n'est pas du tout. Si, ça marche. On n'entend rien. C'est Ghislaine Nekassa. Oui. Allez-y. Apparemment, il n'est pas fermé son micro. Débranchez vos écouteurs. C'est pas des oreilles. Tu poses une question sur les hépatites et puis on reviendra. Ghislaine, on vous entend pas du tout. On ne vous entend pas du tout. On va poser une question à Andrea Gosset. Voilà. Et on reviendra vers vous. Alors, c'est moi qui vais poser la question sur la vaccination à la naissance. Votre topo est bien conduit. Il s'agit en fait de valider une recommandation de l'OMS parce que les calendriers de vaccination ne prennent pas en compte dans les pays la vaccination à la naissance dont on sait qu'elle est efficace, ce que vous confirmez dans votre étude. Ma question, elle est sur la faisabilité en général dans votre pays. Les statistiques partent sur la base des études réalisées par l'Agence des Nations Unies et parmi lesquelles nous avons pris part à ces études et nous avons pu observer à travers des enquêtes de terrain que les femmes sont exposées et ce qui est le garant entre ce qui est véritablement le lien, qui fait le lien, établit le lien entre la violence et la transmission VIH-Sida. Donc, à travers les facteurs tels que le manque d'estime de soi et la confiance en soi, et le niveau d'instruction, le leadership, l'infidélité et l'habilité sexuelle des hommes, de certains hommes, le snobisme des femmes sont en effet quelques éléments que nous avons pu appréhender et nous permettant d'établir un lien entre les violences basées sur le genre et la transmission VIH-Sida. J'espère que je satisfais la question, je réponds à la question de Marion.
Merci beaucoup. On va revenir donc, et désolé pour ces petits incidents techniques, on va revenir à Andrea. Oui, je reprends ma question en fait pour aller vite. Vous avez vacciné à la naissance et vous avez des bons résultats et vous avez une valeur prédictive de la prévention du cancer, etc. tout à fait bonne. En réalité, est-ce que dans les conditions d'accouchement, au Burkina Faso, est-ce que les femmes auraient accès à une vaccination, enfin les enfants à une vaccination dans les 48 heures après l'accouchement? Est-ce que logistiquement c'est jouable? Entre une recommandation et son application sur le terrain, c'est ça ma question. Micro. Ouvrez votre Andrea, micro. Ouvrez le micro. Voilà. Oui. Merci. Oui, merci pour votre question. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que pour l'instant, il y a une étude qui avait été faite. En fait, cette étude-là qu'on a faite fait partie de l'étude Neovac. Et en fait, dans cette étude Neovac, ils se sont intéressés en fait à la part des femmes en fait qui étaient suivies dans les centres de santé et qui du coup pouvaient bénéficier en fait de cette dose à la naissance et qui accouchaient dans des structures de santé. Et en fait, dans cette étude Neovac, ils se sont rendus compte que il y avait à peu près un peu plus de 80% des femmes qui recevaient quand même un suivi et qui accouchaient en centre de santé. Donc en fait, du coup, on a basé notre modèle en fait sur cette hypothèse que en fait toutes ces femmes qui accouchaient dans les centres de santé pouvaient potentiellement, leur bébé pouvait potentiellement recevoir en fait cette dose à la naissance. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est convaincre les autorités sanitaires des pays concernés, puisque c'est une recommandation OMS, et les études montrent que c'est coût-efficace et que c'est utile à la santé et à l'évolution de la prévalence de l'hépatite B. Donc on est moins dans un problème de politique de santé maintenant, je pense. Alors oui, c'est vrai que la plupart des études montrent que c'est coût-efficace, mais quand même, il faut quand même souligner que alors j'ai pas eu le temps de présenter, mais c'est vrai que dans le contexte en fait, donc là c'est au Burkina Faso, mais en fait il y a très très peu de données quand même sur cette efficacité de la dose à la naissance dans le contexte en fait sur le continent africain. Parce qu'en fait, l'hépatite B peut évoluer de manière différente et en fait, il n'y a pas de données quand même sur la transmission et il y a quand même une grande incertitude en fait sur cette efficacité, même si elle a été démontrée dans d'autres pays asiatiques notamment, mais quand même sur le continent africain, en fait, il n'y a aucune étude qui peut montrer l'efficacité, même si on se doute qu'elle peut quand même être efficace. En tout cas, bravo, il faut continuer dans ce sens-là parce que ces pauvres enfants, on pourrait leur prévenir une maladie potentiellement mortelle à long terme. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poser une question à Sylvie Brégejon. Alors, on a été tout à fait intéressés, Roland et moi, par votre communication. Les questions qui arrivent là, c'est par exemple comment, c'est toujours notre amie Chantal du Burundi, comment faut-il faire pour la prévention de l'obésité liée aux médicaments? Quels sont les groupes de médicaments les plus en cours? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures anthropométriques qui peuvent prédire l'obésité avant le traitement? Voilà la question qui arrive du Burundi. Merci Sylvie d'y répondre. Ça va être difficile parce que effectivement, c'est effectivement dans l'actualité le lien entre le traitement antirétroviral et la prise de poids, mais bien malin qui pourra dire si vraiment c'est un lien fort ou pas. On a une grosse évolution depuis 35 ans en fait de la nature des traitements antirétroviraux et puis du retour
simplement à la bonne santé des personnes vivant avec le VIH et qui reprennent, entre guillemets, du poids de façon, entre guillemets, habituelle, attendue, j'allais dire. Et donc, c'est vrai que les facteurs sont multiples de prise de poids et c'est vraiment difficile. Là, pour l'instant, l'objectif de cette étude, c'était vraiment de mesurer vraiment, puisqu'on parlait de prise de poids, de mesurer vraiment l'importance du surpoids et de l'obésité chez les patients vivant avec le VIH. Mais maintenant, je pense que pour limiter cette prise de poids, c'est avant tout, bien sûr qu'on peut parler de modification du traitement, mais avant tout, essayer d'impacter également sur tous les autres facteurs de prise de poids qui sont vraiment multiples. Et en tout premier lieu, bien sûr, les règles hygiéno-diététiques, hein, tout simplement l'activité physique, l'alimentation, voilà. Donc, je crois que voilà, c'est difficile de répondre en disant tel médicament est impliqué, tel autre n'est pas impliqué. Et en tout cas, c'est pas cette étude qu'on a faite qui peut prouver ou pas un lien avec les médicaments. Et pour rajouter quelque chose, vous avez signalé fort à propos dans votre conclusion l'absence de, enfin le fait que vous n'ayez pas de données économiques, évidemment, on est tout à fait, très bien sûr. Bien sûr. Voilà, par rapport c'est tout à fait un poids, bien sûr, c'est un poids majeur. Voilà, c'est un poids majeur et que malheureusement, effectivement, pour lequel on a peu de données renseignées. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que voilà, c'est une limite importante, effectivement, puisqu'on sait à quel point les données médico-sociales et professionnelles sont, voilà, impactent, bien sûr, sur cette prise de poids. Les facteurs sont multiples. Chez les femmes, c'est pareil. On peut évoquer certaines hypothèses, mais bien sûr, après, il y a plein d'autres facteurs dans l'éco-consommation, les arrêts de tabac, la ménopause chez la femme, etc. Enfin, les causes sont multiples dans les prises de poids. Donc, c'est effectivement voilà, tellement multifactoriel que c'est difficile voilà, de tirer des conclusions très précises, surtout sur l'impact des traitements. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup. Question maintenant. Pardon. Pour Rayana Marie Stoyer, il n'y a pas de question du public, mais moi j'ai une question qui me semble importante. Vous avez trouvé 4,1% de transmission en fait de VHB chez des femmes VIH. On n'a pas beaucoup de données sur les mamans, parce que ce virus, il vient de la maman. Est-ce qu'il a été transmis déjà résistant? Est-ce qu'il a été… vous avez des données sur les mamans? Bonjour et merci pour la question. C'est très important en effet. En fait, on n'avait pas de données sur les mères par rapport au VHP parce qu'au départ, c'était une étude qui était faite surtout pour la prise en charge du HIV en fait. Et comme les programmes ne sont pas liés, donc il n'y avait pas de données HPV. Mais en fait, la prévalence de 4,1%, c'était chez les enfants. Mais des études précédentes au Sénégal avaient trouvé des prévalences de HPV autour de 11% dans la population générale et dans les mêmes proportions à peu près chez les femmes enceintes. Donc, et on a trouvé aussi une proportion élevée d'antigènes HPE chez ces enfants-là. Et souvent, c'est lié en fait à une transmission verticale, le portage de l'antigène HPE. Mais on n'a pas exactement les données, en fait. Oui, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si la maman avait un traitement antirétroviral avec de la lamivudine, par exemple, ce qui expliquerait certaines de vos données. Oui, d'accord. Et l'autre point, pour faire le lien avec votre collègue qui a vacciné à la naissance, est-ce que ce genre de pratique est dans votre cohorte? Est-ce que les enfants sont vaccinés et à quel âge? On n'avait pas cette donnée non plus, mais en fait, en fonction de l'âge des enfants, on a conclu que la majorité n'était pas vaccinée parce qu'ils étaient nés en fait après l'introduction du vaccin anti-VHB dans le programme Élargi de vaccination qui a été introduit en 2005 au Sénégal, alors que nous, les enfants ont été prélevés en 2015, donc la majorité avait plus de 10 ans. Sinon, on n'avait pas les données sur la vaccination. Mais ce que je peux dire sur le cas du Sénégal, c'est que bien que le vaccin ait été introduit en 2005, il était donné aussi à partir de 6 semaines. Il n'était pas donné à la naissance jusque, je pense que c'est récemment qu'il
il a commencé à être donné à partir de à la naissance, je crois, en 2019. Ouais. De ce que je connais, c'était en fait lié au calendrier vaccinal pour le faire en même temps que les autres vaccins. Hein, c'est ce qui était recommandé avant. Mais les données de votre collègue et les données de la littérature et les données de l'OMS nous poussent à vous demander à changer de pratique. Mais je voulais juste savoir si ces enfants-là avaient bénéficié ou pas d'un vaccin. D'accord. Voilà, merci. Merci. Bon, moi, j'avais une question pour Joachim d'Alternative Cameroun. J'ai l'impression qu'il n'est pas parmi nous en direct. Je m'étonnais de ces formidables chiffres avec une dépression à 7% des patients, ce qui est vraiment extrêmement bas par rapport à d'autres études. Donc voilà, je voulais lui demander comment il obtenait ce résultat formidable. Bon, je lui demanderai directement. Voilà, on va conclure, Roland. D'abord, moi, je vous dis un grand merci d'avoir travaillé dans ces conditions difficiles, d'avoir enregistré vos communications et tout ce gros travail que ça vous a demandé. Donc, merci beaucoup. Roland? Oui, moi aussi, j'ai trouvé vos travaux intéressants et la présentation en poster très intéressante. On va tous, tout en saluant le fait qu'on ait pu tenir ce congrès et se parler, l'intérêt des posters, c'est vraiment d'être en face de vous physiquement et de vous poser des questions devant les données affichées. On n'aura pas ça cette fois-ci, mais continuez et la prochaine fois, on sera ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.